Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Rennes, Daniel Riolo s'en prend violemment à Seko Fofana. Ça fait le buzz. Les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et de sa team. Fédération ivoirienne de football, les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? C'est donc la question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. 90 minutes de direct en votre compagnie, bien sûr, amoureux du sport. Nous sommes sur l'A3 et vous suivez votre émission La Grande Team. Pour cette émission, je serai donc accompagné de Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. D'Angelès, bonsoir. Bonsoir. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et puis Coach Angenor, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc avec vous, on fera donc l'émission de ce soir. La première rubrique amoureux du sport, c'est LGT News. Et c'est maintenant, on y va tout de suite. LGT News. Démarrons les news avec le MMA. La vision d'Aspinal loin d'être rétablie. Tom Aspinall n'a pas encore récupéré toute son acuité visuelle 3 jours après son combat contre Cyril Gane, conclu par un no contest. Combat sans décision à cause de eye poke, un doigt dans l'œil. Le père du combattant britannique a en effet effectué un nouveau point après que le champion des lourds a consulté un autre spécialiste des yeux. La situation est inquiétante pour Aspinall. Son œil est encore plus fermé qu'auparavant. Il ne voit toujours rien de l'œil droit. Tom dit que c'est juste gris. Le spécialiste lui a fait lire des mots, mais il ne pouvait rien voir. Son œil gauche est lui à 50%. Donc il a un œil qui voit flou et l'autre qui ne fonctionne pas, a-t-il expliqué. De nouveaux examens sont en vue dans les jours à venir, en espérant une amélioration des yeux de Tom Aspinall. Basketball NBA. 5e victoire de suite pour Oklahoma City. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, Oklahoma City a enregistré son 5e succès de rang. Cette équipe a en effet eu raison de Sacramento à domicile sur le score de 107 à 101. OKC, même tenant du titre, parvient à se hisser au-dessus de tout le monde, mieux que les autres en étant la première équipe à signer 5 victoires. Ce 5-0 pour débuter la saison constitue le meilleur départ de l'histoire de la franchise. Et dire que OKC n'était pas à son niveau maximum avec notamment 2 de ses 3 joueurs majeurs absents, à savoir Chet Holmgren, qui a une douleur au dos, et Jalen Williams, qui se plaint d'un bobo au poignet. Mené de 10 points devant son public, le Thunder a eu les ressources nécessaires pour rattraper son retard et s'imposer au finish. Tennis, Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz éliminé. Grosse sensation au Rolex Paris Masters qui se joue à Nanterre. Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial et favori, est tombé dès son entrée en lice. Il a été battu par le Britannique Cameron Norrie hier mardi en 4-6, 6-3, 6-4. Pour son retour à la compétition, Carlos Alcaraz a complètement déjoué face au 31e mondial, lui qui n'avait connu que 7 défaites cette saison contre 67 victoires. Sa série de succès consécutifs en Masters s'arrête à 17 après ses titres à Monte-Carlo, Rome et Cincinnati. Rappelant qu'il n'a jamais atteint le stade des quarts de finale au Rolex Paris Masters. Une déception pour le vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open 2025. Football à présent, Guéladoué sur les tablettes de Brighton. Brillant l'an passé, Guéladoué confirme actuellement tout le bien qu'on pense de lui. Et ses performances ne laissent aucun club indifférent. Au point où il est la cible de nombreuses écuries européennes. Le droit international ivoirien de 23 ans a même été supervisé par un émissaire, Seagulls. Guéladoué est valorisé à 18 millions d'euros, un peu plus de 11 milliards de nos francs CFA. Cette saison, en 6 apparitions, il a inscrit 1 but et délivré 24 jours que Cristiano Ronaldo attend de glaner en Graal.
En réalité, son dernier trophée remonte à mai 2021, date à laquelle il avait gagné la Coupe d'Italie avec la Juventus de Turin. À Al Nasser depuis 2023, il peine à réaliser cet exploit alors qu'il a inscrit 106 buts et délivré 21 passes décisives en 120 matchs. Voilà, on démarre le débrief des news avec Kader. On parle justement MMA. Oui, le vendredi dernier, si vous vous souvenez, je parlais de ce combat tant attendu, ce combat de légende entre Cyril Gane, le Français, et le Britannique Tom Aspinall. Ce combat a bel et bien eu lieu à l'Etihad Arena de Doha, c'est aux Émirats Arabes Unis, sauf que il s'est arrêté prématurément, au bout de 4 minutes. Pour ceux qui ont suivi, je crois que le Britannique a pris un coup, un hypo de Cyril Gane, qui lui a littéralement privé de vue, on va dire, pendant quelques minutes. Donc le médecin est monté dans l'octogone et il a constaté que le Britannique ne pouvait plus combattre. Bon, certains, comme Henri Jo, parlent d'une fuite du Britannique et c'est ce que pensent beaucoup d'ailleurs. On dit qu'il ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de Cyril Gane, le Français. Et donc le Britannique a préféré tout simplement annoncer qu'il ne voyait pas de l'œil gauche et qu'il voyait flou de l'œil droit. Vous pensez qu'il a simulé? Oui, en tout cas, c'est ce que beaucoup pensent. Parce qu'il partait favori dans ce combat-là, parce qu'il est champion du monde en titre des poids lourds. Il ne s'attendait pas à une telle furia de Cyril Gane qui a bien préparé son affaire, il faut peut-être le rappeler. Le Français était à un doigt de devenir le premier Français à devenir champion en UFC. Malheureusement, l'abandon de Tom Aspinall a mis fin à son rêve. On attend que ce combat-là soit reprogrammé. On parle de décembre, on parle de janvier, au plus tard février. Mais en tout cas, c'est une grande déception pour Cyril Gane, qui avait bien entamé ce combat-là. Je crois qu'il avait commencé même par faire saigner le Britannique du nez. Et donc, on se disait que peut-être que le garçon avait du mal à respirer. Lui, qui est habitué, n'est-ce pas, à soumettre ses adversaires, à terminer ses combats après 1 minute, eh bien, il s'est frotté à la difficile expérience de Cyril Gane, qui lui a envoyé, on va dire, des belles patates, comme on dit dans l'octogone, ce qui a conduit, n'est-ce pas, à son abandon. On parle de no contest, c'est-à-dire que la décision a été prise, le combat a été arrêté. On attend de voir maintenant la décision des juges arbitres et de l'UFC pour voir quand ce combat sera reprogrammé. Sera reprogrammé, donc c'était juste 4 minutes. Exactement, 4 minutes. D'accord. Pendant lesquelles Cyril Gane a vraiment dominé son adversaire. On a bien envie de dire, comme ici en Côte d'Ivoire, tout ça. Tout ça. Tout ça pour ça. C'est bien dommage. Allez, un mot de tennis. Carlos Alcaraz éliminé, Henri Joël. C'est la grosse sensation au Rolex Paris Master avec l'entrée en liste de Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, le favori de la compétition. Tout le monde attendait son entrée et malheureusement, voilà, il ne fera pas long chemin dans cette compétition, l'une des dernières compétitions de la saison au niveau du circuit ATP. Il était face au Britannique Nori, qui n'a pas laissé de chance à Alcaraz. Bon, j'ai suivi cette opposition entre les deux. Le premier set remporté par l'Espagnol, ensuite le deuxième set dominé par le Britannique et le troisième set a été aussi dominé par le Britannique. Alors il a été interrogé, bien sûr, après je dirais cette déconvenue, il a dit qu'il ne comprenait absolument rien. Pourtant, il s'était entraîné pour cette compétition. Il avait tout mis en œuvre pour pouvoir passer, je dirais, les quarts de finale, parce que c'est une compétition à laquelle il n'a jamais passé les quarts de finale. Il s'arrête toujours soit au premier ou au deuxième tour ou au quart de finale. Il avait l'espoir d'aller jusqu'en finale de la compétition. Malheureusement, dès son entrée, il sera éliminé comme les autres fois où il a participé à la compétition. En même temps, il lui reste 2 grosses compétitions à disputer. Les finales ATP et puis le tournoi, la Coupe Davis plutôt, les demi-finales de la Coupe Davis où l'Espagne sera face à la République tchèque. Et là, il a dit, il va falloir oublier rapidement ce qui s'est passé du côté de Paris et surtout se concentrer sur les 2 prochaines compétitions à venir. Très bien. En tout cas, Carlos Alcaraz éliminé du Rolex Paris Masters. Voilà. Dorgelès, oui, avec vous, on parle de Guela Doué. Effectivement, le champion d'Afrique, 23 ans, Guela Doué, attire les regards du côté de l'Europe après une bonne saison avec le Racing Club de Strasbourg. Bien sûr, donc Brighton est intéressé par son profil. Ils ont même supervisé le garçon. En plus des Eagles, c'est bien sûr Chelsea en Angleterre est intéressé par le profil. AC Milan et puis le Betis Séville du côté de l'Espagne suivent de près quand même l'évolution de l'Ivoirien. Donc le joueur est estimé à plus de 11 milliards de francs CFA cette saison. C'est 7 matchs, 1 but
contre le Paris FC. C'était lors de la 5e journée. Également, 4 passes décisives. Il y a eu contre le PSG Angers, Lyon en championnat. Et une passe lors de l'UEFA Conference League. C'était contre Bielsk. Tout simplement. Donc le natif est monté en puissance. Donc dans ce flou-là, on va dire beaucoup de clubs sont intéressés. Mais c'est Chelsea peut-être qui aura la possibilité d'engranger le garçon parce que les deux clubs, le Racing Club de Strasbourg et Chelsea, bien sûr, sont détenus par Blue & Co. Donc c'est un consortium d'investissement américain mené bien sûr par Todd Boehly, qui est le président de Chelsea, qui détient notamment le club anglais de Chelsea, qu'il a eu en 2022, ensuite le club de Strasbourg en 2023. Il s'agit tout simplement d'un groupe d'investissement qui vise à créer un système de multipropriété en football, permettant de faire tout simplement circuler les joueurs d'un club à un autre. Donc, quand vous avez la possibilité d'avoir le Racing Club de Strasbourg et vous avez Chelsea, donc en termes de transfert, je pense que si Brighton va aller chercher le garçon, il va falloir monter en puissance. Football avec Ronaldo sans trophée depuis 1624 jours Al Nasser. Coach? Ronaldo est un joueur d'une stature mondiale et il n'est plus à présenter. Mais un des points, j'ai envie de dire, négatifs qu'on remarque, qu'on constate, Ronaldo est un joueur qui, depuis 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a plus pris une coupe, je veux dire, n'a plus vraiment mené dans son laurier, dans son espace, une coupe qui pourrait peut-être lui permettre d'avancer, de se faire remarquer, de continuer de se faire remarquer, mais on remarque plutôt le côté négatif de la chose. Cristiano Ronaldo, qui est, à mon avis, l'un des meilleurs joueurs du monde, normalement, ne devrait pas vivre cela. Mais ce que je sais concernant les équipes, c'est très difficile quand on décide de faire d'un joueur le joueur sur lequel on doit compter pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir jouer, je veux dire, gagner des matchs. C'est très, très difficile. Par contre, quand on met en place une équipe où, en plus de son avancante, en plus de son meilleur joueur, si vous voulez, on a un ensemble de joueurs autour de lui pour pouvoir faire le résultat, ça sera vraiment très rare que ce genre de choses puisse arriver. C'est un peu malheureux et pour moi, Ronaldo, il va avoir un goût amer. Il restera totalement amer de savoir que pendant 4 ans, pendant 5 ans, il n'a pas pu être à la hauteur quand il s'agit de donner une coupe à son équipe. Il est actuellement le joueur clé de toute l'Arabie Saoudite qui permet à l'Arabie Saoudite d'avoir un championnat. Et au sortir de ce point, quand on constate qu'avec El Nasser, il n'est pas capable d'avoir une coupe, je ne sais même pas comment est-ce que ça peut s'expliquer. Parce que 4 ans, depuis l'Italie jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais été à la hauteur. Il n'a jamais pris une coupe pour El Nasser. C'est vraiment marrant, à mon avis. En tout cas, 1624 jours sans trophée pour Cristiano Ronaldo. La question LGT de ce soir, Fédération ivoirienne de football, les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? Et pour sur ce plateau, pour en débat, nous avons donc Dorgelès, Henri Joël, Kader et coach en junior, coach justement de la section féminine du Stade d'Abidjan. Du Stella Club d'Abidjan. Du Stella Club, pardon, du Stella Club d'Abidjan. Nous allons marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, tout le monde est bé, ko bouge ma tata male kitae. Tout le monde est dansé, ko brigitingi digile kitae. Le kita maman, le kita papa, kita maman, kiri yo yo. Salut, salut, salut. C'est Lamine TPJ, le roux du coupé décalé. Suivez l'émission Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. On est ensemble. Ma rivale, arrête de te blaguer. Ma rivale, réveille-toi, faut pas rêver. Toi, tu penses te cacher, je vois ton dos. Mon mari, là, je le laisse pas, là, tu as tapé poteau. Salut, ici Daisy, je vous invite à rester connectés sur la 3. Échauffement à suivre du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport.
De retour sur le plateau de la grande team, toujours en direct sur la 3, coach Anjono, coach justement de la section féminine du Stella Club d'Adjamé. J'espère que vous êtes prêts pour le sujet de l'actu de ce soir. Bien sûr. D'accord, très bien. Mais avant l'actu, passons plutôt à sa buzz. C'est maintenant. Seko Fofana. Il fait l'objet de vives critiques en ce moment du côté de Rennes. En tout cas, Daniel Riolo n'a pas été du tout tendre envers le milieu de terrain ivoirien. On en parle. Mais d'abord, regardons cet élément préparé par la rédaction. Le Stade Rennais est visiblement en difficulté en ce début de saison en Ligue 1 de France. Avec seulement 11 points après 9 journées, Rennes occupe la 10e place au classement général. Une position indigne au regard des ambitions d'avant-saison affichées par ce club. Le Stade Rennais s'enfonce et dans cette tempête, un joueur est exposé et livré à la limite à la vindicte des supporters. Il s'agit de Seko Fofana. Le milieu de terrain ivoirien est pointé du doigt par l'éditorialiste. Daniel touche 500 000 € par mois, soit 327 500 000 francs CFA par mois, et il est archi-bidon depuis des mois. A lancé son détour sur les ondes de RMC, Daniel Riolo. L'ancien Lensois, arrivé à Rennes avec le statut de star, est désormais accusé d'incarner la défaillance des leaders sur le terrain. Il est nul depuis qu'il est là, nul, a-t-il insisté, expliquant au transfert au Stade Rennais. Alors, messieurs, quelle appréciation déjà vous faites des propos de Daniel Riolo, sur Seko Fofana? Kader. Mais ils sont dus. Ils sont dus. C'est vrai que le garçon n'est pas à 100% de ses moyens, mais je crois que les propos sont dus. Je crois qu'il pouvait utiliser d'autres qualificatifs pour parler de la méforme de Seko Fofana. Mais là, les thèmes qui sont employés sont très durs. Il parle de nul. On ne devient pas un joueur nul quand on a fait ces saisons-là à Lens, quand on a servi son pays, la Côte d'Ivoire, pour l'amener jusqu'au titre de champion d'Afrique, quand on a été décisif avec son pays, quand on est passé par Manchester City. Non, quand on a fait rêver le Stade Bolat de Lens, on ne devient pas nul du jour au lendemain. Je crois que Seko Fofana est visité par une sorte de méforme physique. Il ne s'est pas totalement remis de sa blessure. Il est en perte de confiance, on peut le dire comme ça. Il a une préparation tronquée, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il est revenu de l'Arabie Saoudite où il avait été prêté en temps. Et donc, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Il arrive dans un club de Rennes qui veut tout de suite avoir un Seko Fofana performant. Non, ça ne marche pas comme ça, sauf que le garçon, il n'est pas à 100% de ses capacités physiques et peut-être de la confiance également, parce que c'est ce qui avait guidé le garçon sur ces 3 années à Lens. Je rappelle que sur les 2 dernières saisons à Lens, c'est 10 buts à chaque fois, c'est 6 passes décisives, 7 passes décisives. C'était l'homme clé de cette équipe de Lens. On attend de revoir ce Seko Fofana là, mais malheureusement, il y a quelques boulons qui ont sauté sur le plan physique et sur le plan mental. Maintenant, il faut laisser le temps à ce garçon-là de se refaire, parce que pour moi, je ne suis pas d'accord avec ces propos-là. Pour moi, ils sont trop durs pour un garçon qui... Kader et Henri Joël. Alors moi, je ne suis pas surpris, pour ceux qui connaissent, à tirer un peu sur tout le monde. Même hier, il a eu quand même à s'en prendre à Jérôme Roten, qui est aussi un peu dans le même schéma que Riolo. Il passe Roten pour quelqu'un qui a joué et surtout qui n'est pas du tout tendre avec les joueurs en activité. Souvent, ça surprend. Donc, moi, je ne suis pas surpris de le voir. En même temps, après Roten, il a eu à tirer un peu sur l'entraîneur de Marseille, des Herbies. Il y a 3 jours, c'était au tour de Thauvin de passer au niveau des critiques de Riolo. Donc, ce n'est pas nouveau. En même temps, il n'a pas visé seulement, c'est vrai que l'élément parle de Seko Fofana, mais il n'a pas visé que Seko Fofana. Il a visé aussi Brice Samba et je crois un autre joueur dont ce trio-là constitue un peu les cadres de l'équipe. Il remet en cause un peu le salaire ou les salaires de ces joueurs et surtout leur performance qui, selon lui, n'est pas proportionnelle à ce qu'ils montrent sur le terrain. Donc je pense que c'est en cela que maintenant, de là à traiter, là je suis d'accord avec Kader, à dire qu'un joueur est assez bidon, nul, vraiment il est allé un peu trop loin. Sauf que le personnage, il est connu, c'est comme cela qu'il est. Et en France, je pense qu'ils sont trop un peu dans la même veine. Il y a Riolo, il y a Dugarry et il y a Jérôme Roten qui, chaque week-end, passe le clair de leur temps à un peu tirer sur tout le monde. D'accord. Néanmoins, vous êtes du même avis que Kader. Vous trouvez ces propos très durs. Voilà, Riolo qui traite Seko Fofana de nul. Dorgelès. Oui, mais on l'a tous dit, c'est le personnage Riolo. Il est habitué avec son franc-parler, il faut le dire. Après,
moi, je me dis qu'il a envie de peut-être bousculer le garçon parce que, Kadel a dit, on a vu ce Seko Fofana avec le RC Lens. Aujourd'hui, quand il revient dans le championnat, on sait qu'il a fait un truc du côté de l'Arabie Saoudite. C'est plus ce même Seko Fofana. Et puis, en termes de transfert, c'est vrai, c'est les agents qui s'occupent de tout ça. Lui, son rôle, c'est de faire le job sur l'heure de jeu. Aujourd'hui, on sait que Seko Fofana n'est pas au mieux de sa forme, il n'est pas au top, même en sélection nationale. Par moments, on le critique, mais on sait qu'on n'a plus ce même Seko Fofana qu'on a connu. Mais après, ça va venir parce qu'il faut être tendre par moment. Mais je dis non, pour moi, je me dis c'est une manière pour lui peut-être de réveiller, de bousculer un peu Seko Fofana, même si c'est dû. Parce qu'au fond, on sait que Seko Fofana peut faire mieux que ce qu'il est en train de faire en ce moment. Déjà, jetant un coup d'œil sur la fiche technique de Seko cette saison. La fiche technique de Seko. Alors, il joue à Rennes, il est ivoirien, il est né en 95 à Paris, 1m84, 74 kg, il est au milieu de terrain. Il a le 12 à 8. Cette saison, c'est 9 matchs en but. Pas de passe décisive, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Voilà, coach Angenor. Après avoir vu les statistiques de Seko, pourquoi cette baisse de régime? Bien avant ça, j'ai envie de dire que Seko Fofana, c'est quand même un parcours. C'est quand même un parcours. C'est un joueur qui a quand même fait sa pépinière en France, particulièrement à Lorient et au FC Paris. Quand il sort de là, il est à Manchester City, où il ne pourra pas s'imposer malheureusement parce qu'il est encore jeune, mais il a quand même le temps de s'entraîner avec de grosses stars. Seko Fofana, c'est Udinese en Italie, c'est Fulham, c'est aussi Bastia. Il se fait connaître par tout le monde. Seko Fofana, à partir de là, part en Arabie Saoudite, où il joue avec, avant de partir à Al-Ettifaq. Et puis Seko Fofana, c'est 500 000 €. Donc 325 millions de francs par mois. On ne peut pas avoir ces statistiques et puis dire que quelqu'un est nul. Probablement, il doit avoir une idée particulière ou une arrière-idée de Seko Fofana, ce journaliste ou je ne sais comment. Très bien. Maintenant, pour revenir à la question, comment expliquez-vous cette baisse de régime du joueur? Oui, je constate que les 2 dernières années de Seko Fofana, il les a passées en Arabie Saoudite, où on peut considérer un championnat plus ou moins faible par rapport au championnat français. Maintenant, là, il le reprend avec le championnat français. Il faut qu'on lui donne du temps. Il a besoin de se réadapter. C'est vraiment assez important. Après, c'est un peu curieux de savoir qu'il avait quand même déjà joué ce championnat. Donc, après 1-2 mois, il aurait pu venir. Mais c'est ça aussi. Quand on vit une certaine méforme, on vit un peu toutes de grosses qualités. Et ce sont ces qualités-là qui expriment tout ce montant qu'il est au niveau de sa valeur marchande. Et donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, c'est sûr, il reviendra. Okay. Il reviendra. Il y a toujours des bas et il y a toujours des hauts. Pour l'instant, en tout cas, Habib Beye a décidé d'écarter Seko pour le déplacement à Toulouse. Réaction? Oui, je crois que l'entraîneur est mieux placé pour savoir ce que vit le garçon. Il est au quotidien avec lui. Donc, je crois que quand Seko arrivait dans ce club, il lui avait confié de grandes responsabilités, connaissant la qualité du garçon, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Il savait que c'était une sorte de relais pour lui auprès de ses coéquipiers. Sauf que depuis quelques matchs, il ne sent pas la plénitude du garçon s'exprimer. Donc, pour lui faire du bien, comme Dorgelès a dit, c'est peut-être de le reposer pour que lui également il fasse son introspection et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour revenir plus grand. Moi, je n'ai même pas d'inquiétude à me faire à ce niveau-là. Je pense que Seko Fofana fait partie des joueurs qui ont besoin d'être fouettés pour se réveiller. C'est un moteur diesel. Je pense que quand il va revenir à son meilleur niveau, ça se saura et ça se verra. Donc je pense qu'il n'y a même pas d'inquiétude à se faire. Habib Beye, il fait bien de ménager le garçon. Peut-être qu'il a besoin de mettre de l'ordre, de mettre ses idées en place. Et je pense que sa mise à l'écart avant le match face à Toulouse va lui faire du bien. Et moi, j'ai foi en son retour. Voilà, allez messieurs, on va passer à présent au stade du jour. C'est maintenant. Et bien sûr, on commence avec 3.
Depuis l'an 2000, Kylian Mbappé est avec 6 buts, le 3e joueur à avoir marqué dans 4 classicos consécutifs, toutes compétitions confondues. Seul Ronaldinho en 2006, avec 5 buts en 4 matchs, et Cristiano Ronaldo en 2012, avec 7 buts en 6 matchs, avait réussi une pareille performance. 300. Alex Iwobi est devenu le premier Nigérian et le 5e joueur africain après Kolo Touré, Mohamed Salah, Wilfried Zaha et Jordan Ayew à atteindre la barre des 300 matchs en Première Ligue. 1. La sélection féminine du Cap-Vert, après son homologue masculin qualifié pour la première fois en Coupe du Monde FIFA, a décroché son billet pour sa première participation à la CAN. Bon, déjà, messieurs, comment on explique que le Barça réussisse tant à Kylian Mbappé? Henri Jouet. Alors aujourd'hui, Kylian Mbappé est présenté comme un probable ballon d'or. Dans les années à venir, on est sûr à 80% qu'il soulèvera le ballon d'or. Alors quand on a ce statut-là, normalement on doit briller dans les grandes rencontres. Et quand on parle de grandes rencontres aujourd'hui au niveau des clubs, il y a certaines rencontres du côté du Real avec tant de médiatisation, aujourd'hui, doit répondre aux attentes. L'année dernière, c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué, mais il a été présent dans certains matchs. Et cette saison, il continue avec ce classico que nous venons de voir il y a de cela quelques jours. Donc moi, je ne suis pas surpris parce que de prouver qu'il est encore ou qu'il demeure toujours un grand joueur et surtout un joueur d'avenir. Et concernant la saison dernière, il brille véritablement cette saison d'Orgelès. Moi, je dirais, d'abord, c'est l'historique. Il a toujours voulu jouer au Real Madrid et puis il a suivi ses classicos-là depuis longtemps. Aujourd'hui, se retrouver, il a envie de marquer son histoire, il a envie de marquer des buts et surtout, c'est le jeu en transition. Alors, on sait que le Barça, c'est une équipe qui joue généralement au niveau du bloc médian qui monte beaucoup. Donc, ça laisse souvent de l'espace dans le dos. Et Kylian Mbappé, c'est quelqu'un, en termes de rapidité, en termes de puissance, c'est quelqu'un, quand il a le ballon, après le rond-point, c'est le Barça. Les ingrédients sont réunis. Donc, pour moi, non. Déjà jouer le Barça, il y a déjà cette envie-là, déjà même de marquer, d'entrer dans l'histoire et de créer son histoire. Donc c'est quelque chose, je vais dire qu'il a regardé ça depuis longtemps à côté au jeu. Donc pour moi, ce sont les espaces à chaque fois laissés par le Barça qui permettent tout simplement à Kylian Mbappé à chaque fois de marquer. Même si par moment le Barça gagne, il s'arrange toujours à marquer au moins 1 but, 2 buts. Donc pour moi, supplément, quand on joue contre le Barça, il y a toujours l'envie et la motivation. Oui, coach Jeannot, c'est Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, c'est tout un ensemble de qualités. Il fait en puissance, et donc en vitesse, et puis bien sûr en force. Mais Kylian Mbappé, c'est aussi le rendez-vous aussi de la technique. C'est quelqu'un qui manipule le ballon assez facilement et qui est capable en même temps de jouer très technique et de jouer aussi, je vais dire, de mettre sa vitesse des qualités et la technique comme le chef. Et donc, quand vous avez ces deux éléments, alors vous êtes Kylian Mbappé. Ensuite, quand vous jouez contre le Barça à la fin, donc c'est toute une philosophie. Quand vous retrouvez des joueurs comme Mbappé, mais surtout, leurs qualités individuelles vont faire la différence. Et donc, chaque fois qu'il va se retrouver, d'abord au niveau du championnat, la vitesse, forcément, il va s'en sortir. Et quand ça sera contre Barça, il ne faudrait pas qu'on s'attende à autre chose. Kylian Mbappé va toujours s'en sortir devant le Barça. Après, les dieux du football peuvent ne plus être avec vous. Et quelle appréciation déjà vous faites de la performance d'Alex Iwobi, Kader? Bon, j'avoue que sur le nombre de matchs, c'est assez impressionnant, mais on attendait ce garçon-là à un niveau, Henri Joël ne me dira pas le contraire, un niveau peut-être exceptionnel. Il a commencé à Arsenal, c'était véritablement la pépite, puisqu'il a commencé dans les équipes de jeunes en Angleterre, donc on attendait de le voir parmi les meilleurs attaquants. Mais finalement, il a périclité à un moment donné de sa carrière. On le retrouve aujourd'hui avec près de 300 matchs. Non, je crois que c'est impressionnant pour un Africain. Pour un Nigérien surtout. Il était, je crois, il a fini parmi les meilleurs buteurs lors de la CAN 2019 quand l'Algérie remporte. Non, c'est un attaquant complet pour moi qui fait son bonhomme de chemin, mais comme je l'ai dit, on l'attendait dans un top club. Là, je crois qu'il est dans un club qui est mis dans le milieu du tableau, qui se débrouille pas mal, mais on l'attendait à un niveau exceptionnel. Mais
pour le nombre de matchs qu'il réussit à engranger, c'est impressionnant. Impressionnant pour un attaquant africain qui évolue à ce niveau de la compétition en Angleterre. Ce n'était pas évident. Il a réussi à se faire un petit bonhomme de chemin. On espère qu'il va continuer, pourquoi pas une dizaine d'années encore. Et est-ce que vous pensez, Henri Jouet, qu'il pourrait battre le record de Kolo Touré? Ça sera difficile. Là, il est à 300 matchs. Kolo, c'est 354. Donc, c'est-à-dire 54 matchs de plus. Ça veut dire 2 saisons complètes, 2 saisons pleines, plutôt, pour lui, où il doit être titulaire à chaque match. C'est pas évident. C'est pas évident et surtout qu'il a déjà 30 ans. C'est pas évident de le voir jouer 2 saisons, encore remplir ces 2 saisons-là. Et même peut-être aller au-delà, parce que je pense que pour pouvoir atteindre les 54 autres matchs en première ligue, je pense que 2 saisons ne suffiront pas. Il doit peut-être jouer 3 ou 4 saisons. Ça va être compliqué. En même temps, je suis d'accord avec Kader, quand il s'est révélé, parce que c'est le neveu de Didier Okocha, quand il s'est révélé, tout le monde a pensé à revoir la technique d'Okocha, peut-être la carrière d'Okocha. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'il a fait son chemin, mais bon, ça a été un espoir qui n'a jamais véritablement prouvé. Tout l'espoir qu'on avait mis en lui quand il s'est révélé au monde du football en général. Aujourd'hui, il est là. Je pense que peut-être dans 2 ou 3 saisons, il quittera l'Angleterre pour aller peut-être finir sa carrière au niveau de l'Arabie Saoudite et de la Chine. Et on a le Cap-Vert qui renverse le Mali pour décrocher sa première qualification à la CAN féminine d'Orgelès. Alors, on va dire félicitations. Hein. Les garçons ont réussi à se qualifier pour le mondial. Ensuite, ça prouve qu'il y a du travail qui est fait au pays. Il y a ce sérieux-là qui est mis en place et ça permet d'avoir des fruits. On ne s'attendait pas à ça. Quand on voit qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous, on va en parler, mais voir le Cap-Vert à ce niveau de la compétition, ça prouve qu'il y a du travail qui est fait. Il y a quelque chose de cohérent qui est mis en place. Et ensuite, quand tout est bien respecté, tout à fait, on a les résultats. Félicitations à cette équipe. Coach Angenor, vous êtes surpris à cette qualification? Oui. Oui, vous savez, le football capverdien, on n'en parle pas assez, mais il faut dire que ces dernières années, concernant les hommes particulièrement, on a vu le Cap-Vert qui s'est illustré de la plus belle des manières. Lors des 2 dernières Coupes d'Afrique, je pense que le Cap-Vert était là, et je pense que le Cap-Vert a éliminé le Ghana, si j'ai bonne mémoire. En quart de finale, quelque chose comme ça. Donc, ça fait un bon moment que le Cap-Vert monte. Mais ça, c'est au niveau des hommes. Est-ce à dire qu'il y a eu une politique qui est mise en place pour que les femmes puissent être aussi dans cette dynamique? On dira oui. Même si on n'a pas des données claires, mais on dira oui. Il s'agit du football, il ne s'agit pas du football féminin, il ne s'agit pas du football des hommes, il s'agit de football. Et donc, quand on réfléchit de cette façon, je pense que tout baigne et ça permet aux filles de suivre. On ne peut que leur dire félicitations pour ce qui leur arrive en ce moment. Je pense que c'est l'un des meilleurs moments sur le plan sportif et particulièrement football du Cap-Vert. Félicitations donc à l'équipe féminine du Cap-Vert qui s'est qualifiée pour la CAN. Oui, Kader? Oui, je crois que tout part d'une volonté étatique, d'abord appuyée par la fédération, hein, qui, il y a 3 ans, a lancé une sorte d'appel à candidature, que ce soit au niveau des hommes qu'au niveau des dames, en appelant tous ceux qui sont désireux de porter le maillot des requins de venir au Cap-Vert. Donc, ça concerne les 800 000 expatriés capverdiens qui évoluent à l'étranger. Donc, ils ont candidaté, ils sont venus renforcer, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des dames, cette équipe-là. Donc, vous avez des joueuses formées au Portugal, donc, qui viennent renforcer cette équipe féminine-là. Et vous avez des joueurs également, des hommes, qui viennent renforcer les requins bleus. C'est pour ça que vous avez des joueurs comme Roberto Lopez, qui lui est né en Irlande, qui vient. Vous avez des joueurs comme Bébé, des joueurs qui sont passés par Manchester United. Vous avez des joueurs comme Livramento, le buteur contre le Cameroun. Donc vous avez des joueurs comme ça qui ont répondu à l'appel du pays, qui sont nés à l'extérieur, qui sont venus porter main forte. Ça a marché chez les dames, parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali, c'est une place forte du football féminin, avec le Ghana, le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud. Oui. Et donc, battre le Mali, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait, mais ce n'est pas un travail de formation, c'est un travail de formation de l'extérieur qui a bénéficié. Là où peut-être la Guinée équatoriale a échoué en 2012, où l'Angola essaie de faire, le Cap-Vert a réussi. C'est peut-être ça, si vous voulez, le secret de la réussite de cette équipe du Cap-Vert. Très bien, vous nous donnez donc le secret peut-être du football capverdien actuellement. Ouais. Alors, allez, l'actu, c'est maintenant, on y va.
Après, bien sûr, l'équipe féminine du Cap-Vert, on va maintenant s'intéresser à l'équipe féminine ivoirienne avec cette question LGT. Dans l'actu, les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? Les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, mais aussi vous avez la page Facebook de la 3. Alors que l'équipe nationale féminine des U17 n'a pu franchir le cap de la phase de poule de la Coupe du Monde de la catégorie, celle des Seniors a une fois de plus échoué à se qualifier pour la CAN. Tandis que la sélection des U20 est encore en course pour une participation au mondial de sa catégorie, faut-il se satisfaire des résultats des sélections nationales féminines? On regarde d'abord ce sujet préparé par la rédaction et après on en parle sur ce plateau. La sélection nationale féminine a une fois de plus échoué à se qualifier pour la CAN. Hier, en match retour du deuxième et dernier tour éliminatoire face au Sénégal, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, les filles du sélectionneur Reynald Pedros n'ont jamais pu trouver la solution pour percer la muraille adverse. La faute à une division offensive minée par l'individualisme et un manque d'efficacité dans la finition. Avec aucun but marqué à l'aller comme au retour, les deux équipes ont dû recourir au tir au but pour se départager. Cette épreuve fatidique a souri aux Lions qui disputeront leur troisième CAN consécutive. Quant à la sélection ivoirienne, sa dernière participation à la compétition majeure du football féminin continental remonte à 2014 en Namibie. Les éléphantes avaient alors décroché une médaille de bronze synonyme d'une première partie. Cette contre-performance de l'équipe nationale senior fait suite à celle des U17 qui n'ont pu franchir le cap de la phase de poule de la Coupe du Monde de la catégorie au Maroc. Et il ne reste plus que la sélection des U20 encore en course dans les qualifications pour le mondial prévu en 2026 en Pologne. En prenant en compte néanmoins certaines réformes récentes dans le déploiement de la politique fédérale et les efforts fournis par les acteurs du football féminin, ne faudrait-il pas se satisfaire des résultats des différentes sélections nationales? Et bien sûr, on ouvre le débat ici sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Déjà, je vous propose de voir la synthèse des résultats des sélections nationales féminines depuis 2012. Allez, depuis 2012, la CAN 2012, première participation de l'équipe nationale, CAN 2014, médaille de bronze, Jeux africains en 2015, médaille de bronze également. Première participation à une Coupe du Monde en 2015, Cannes 2016 non qualifié également 2016, 2018 et puis lors de la Coupe du Monde 2019 non qualifié également, aux Jeux africains 2019, non qualifié aux JO de 2020, non qualification aussi à la Cannes 2022, Coupe du Monde 2023 également à la maison, Jeux africains 2023 non engagé, Cannes 2024 non qualifié, JO 2024 non engagé et puis Cannes 2026 non qualifié, Coupe du Monde 2027, on ne sera pas qualifié puisqu'il faut être à la Cannes pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. La suite. Sélection U17, Coupe du Monde 2025, première participation, sélection U20, Coupe du Monde 2026 qualifiée pour le troisième tour des éliminatoires face à la RDC. Match aller entre 6 et 8 février à Abidjan et puis le match retour entre le 12 et le 14 février à Kinshasa. Très bien. Et le téléphone est ouvert et justement nous avons déjà un appelant, Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir Monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui Monsieur Diomandé Mamadou. Christine Bégré, bonsoir m'appelle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Diomandé Mamadou. Et salut le plateau de la Grande Team. Oui. Bonsoir, monsieur Diomandé. Et on vous écoute. Les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? Ah, Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Moi, je voulais que les filles qui fassent honneur par ta proposition d'animatrice. Mais malheureusement, vraiment, c'est difficile. Moi, ce n'est pas satisfaisant, hein, ce résultat-là. Parce que 2 fois éliminés, les U20 et les seniors sont éliminés d'une compétition africaine. Forcément dit, moi, je ne suis pas satisfait de leurs résultats. Sinon, forcément dit, elle devait prendre son exemple, le courage, le bravoure, et puis l'envie de sauver son pays.
et puis rendre honneur à son pays. Donc, moi, je dis qu'elle doit encore trouver des efforts. Et puis, par rapport, parce qu'elles ont encore une compétition mondiale, là. Donc, on va encore le droit pour qu'elle puisse s'améliorer et puis maintenant trouver l'honneur pour avoir une qualification pour la Coupe du Monde. Christine? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, il faut que ces filles soient pas contre toi, hein. On est bien habillé, mais malheureusement, la sec, c'est pas la peine. Bonne mission. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Allez, la question LGT, les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants, messieurs, sur le plateau? À vos panneaux, en oui ou en non, s'il vous plaît. On y va. C'est donc un oui pour Kader, un non pour Coach Angenor et un non aussi pour Dorgelès, tout comme pour Henri Joël. Très bien, je vais donc vous laisser argumenter avec ce tour de table. Messieurs, Kader, vous pouvez commencer. J'ai dit oui, c'est vrai que l'élimination des éléphantes pour la prochaine CAN fait mal, d'autant plus que des efforts, je veux dire, financiers et organisationnels ont été déployés par le comité exécutif pour permettre, n'est-ce pas, à nos dames de pouvoir participer à toutes les compétitions. Le résultat escompté n'est pas celui qu'on a eu, mais je crois qu'on ne peut pas tout remettre en cause, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a quasiment quelques années, ce championnat-là, au niveau des dames, n'existait pratiquement pas. Là, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, c'est un championnat qui est régulier avec une Ligue 2. Donc, pour permettre, n'est-ce pas, à nos dames de vivre leur passion, de faire le métier qu'elles ont choisi de faire. Après, sur le thème de l'organisation en tant que telle, aujourd'hui, vous pouvez mener une petite enquête. C'est que les filles aujourd'hui de la sélection ne peuvent pas se plaindre des conditions, que ce soit au niveau des stages, au niveau des équipements, même des éléphants de Côte d'Ivoire. On a obligé pratiquement l'équipementier sportif des éléphants à faire une coupe d'âme pour les maillots. C'est vous dire à quel point le comité exécutif a mis, on va dire, les points sur les i en termes de conditions, en termes de moyens financiers. Autre chose, c'est que la subvention au niveau des équipes féminines est passée de 2,5 millions à 10 millions. Donc pour moi, les efforts sont faits. Après, sur le terrain, il y a peut-être des résultats. Ce sont les impondérables du football. On perd au tir au but, malheureusement face au Sénégal. Mais je crois qu'il y a toute une politique qui est mise en place pour arriver à un résultat probant. Aujourd'hui, on a des U15 qu'on n'avait pas des années précédentes. Aujourd'hui, on parle de formation. À des années, peut-être dans les années précédentes, on parlait de vulgarisation. Et je voulais profiter pour saluer un monsieur qui s'appelle Kwasi François, qui était président de la commission féminine de football à l'époque, qui sillonnait la Côte d'Ivoire pour détecter, parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident pour les parents de laisser leurs filles jouer, parce qu'il y a tellement de préjugés qui naissaient. Et donc, voilà, on est passé d'une politique de vulgarisation aujourd'hui à la promotion, à la formation des athlètes. Je pense que c'est un travail de longue haleine. On ne va pas peut-être sentir les résultats tout de suite. C'est peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, on doit se féliciter du travail qui est accompli par le nouveau comité exécutif dirigé par M. Idriss Diallo. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, ça c'est clair. Mais pour ce qui est de l'existant déjà, je pense qu'on ne doit pas tout jeter. Pour moi, les résultats sont encourageants en termes de progression, en termes d'investissement, en termes d'organisation qui sont faits depuis la venue d'Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et vous répondez donc oui à la question LGT de ce soir. Nous avons un appelant. M. Zongaston, là, oui, il nous appelle de Biétry. Bonsoir, M. Zongaston. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Zongaston, là, oui. Ok. Je dis que je salue d'abord tout le plateau. Oui. Bonsoir. Je vois toutes les figures emblématiques qui s'expriment toujours bien. Et vous savez, dans l'addition et la soustraction, il y a toujours l'association toujours à côté et puis l'addition. Donc non, oui, c'est normal que chaque personne donne vraiment sa position. D'accord. Donc maintenant, on attend votre position, M. Zongaston. Voilà, ma position, vous savez, j'avais déjà une position positive au niveau, bien sûr, de la CAN 2023-2024. Et même les U17, vraiment, j'étais très content pour les garçons. Mais il faut dire la vérité pour les filles, ce n'est pas une déception, mais c'est un découragement. Donc non. Ok. Parce que tout simplement, il faut dire la vérité, le parcours où la Côte d'Ivoire se trouve actuellement. Oui. Parce que dès qu'on parle déjà de la Côte d'Ivoire, quand on parle déjà sur le plan football seulement là, on ne pense non plus à faire des garçons. Donc quand les femmes jouent seulement, on dit donc Côte d'Ivoire, regardez, match aller au Sénégal, on a fait match nul. Chez nous, ici, où les femmes aussi sénégalaises sont arrivées, ce qui ne devait pas arriver arriva.
Mais en partir du général particulier, je souhaiterais maintenant de tout cœur, pour terminer, on doit apporter les CNPT à cette équipe féminine. Ça veut dire comme un arbre. En tout cas, il y a la sève qui circule dans le tronc et puis qui s'en va. Et au niveau, bien sûr, des branches, et puis on a des feuilles, et puis maintenant, on a des fruits. Très bien. Et c'est ça, je souhaiterais vraiment de bon cœur à tout le monde. Je leur donne grande chance, en tout cas, pour aboutir à cela. C'était Jean Gaston Laoui, vice-président de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean Gaston Laoui. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? Telle est la question LGT de ce soir. Après la réponse oui de Kader et aussi ses arguments, on va écouter d'Angelès qui nous a donné un non. On écoute donc ses arguments. Moi, je dis non, vu vraiment les moyens qui ont été engrangés, surtout pour permettre à notre équipe de se qualifier à tous les niveaux. Pour moi, je pense que c'est jouer petit bras, parce que Kader a évoqué quelque chose de très important, surtout en termes de conditions. Par rapport à 2015 et aujourd'hui 2025, je pense qu'on ne peut pas accuser aujourd'hui la fédération pour dire qu'elle n'a pas fait d'efforts, elle a fait des efforts. Pourquoi les résultats ne suivent pas? C'est là qu'on se pose la question. Ouais. Donc moi, je dis non, honnêtement, parce qu'on peut faire mieux et on a les arguments de faire mieux. Aujourd'hui, sur les U17, on a vu, on a dégagé les moyens, on a vu ce que ça donnait, même si on est arrivé en Coupe du Monde. Mais en Coupe du Monde, on est tombé sur des équipes, ma foi, oui, avec beaucoup de réserves qui sont au-dessus de nous. On a joué contre l'Espagne, on a joué la Corée, on a joué la Colombie. Mais contre l'Espagne même, on pouvait. Mais ça s'est joué à des détails que ça peut se comprendre. Moi, j'ai un peu mal parce que par moment, on dit, ouais, il n'y a pas assez de moyens, on ne dégage pas, les athlètes ne sont pas dans les conditions. Mais quand on met les athlètes dans les conditions que ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe bénéficie de tout. Il y a la logistique, il y a les primes, les joueurs sont dans les conditions. Mais pourquoi on n'arrive pas à passer ce cap-là? Oui, on va nous parler, on a mis en place un processus, c'est vrai, ça va arriver à terme peut-être dans 5 ans. Mais non, là, on a besoin de résultats, parce qu'on a besoin de résultats. Et ce sont ces résultats qui nous permettent d'aller de l'avant. On ne prend pas des coachs pour leur dire, oui, on fait un travail sur 5 ans, donc tout de suite sur les compétitions, on n'arrive pas à pouvoir avoir des résultats. Moi, je dis non, parce qu'il y a trop de moyens dégagés, cette année surtout, et depuis que ce comité est en place, pour ne pas avoir de résultats. Parce que dans d'autres catégories, quand on prend Bassiriki avec ses garçons, tout de suite, on voit les résultats. Parce que les conditions, donc on ne peut pas mettre les conditions, et puis on n'a pas de résultats, et puis dire qu'on est satisfait. Pour moi, non. Tant que les résultats ne suivent pas, tant qu'on n'a pas de résultats, surtout chez le A, c'est une grosse déception pour moi, parce que la CAN, depuis combien d'années on n'a pas joué, et on avait la possibilité. Moi, je craignais du côté du Sénégal. Malheureusement, Dieu nous a fait grâce, on a fait un match nul. Mais étant chez nous en Côte d'Ivoire, on a regardé le match, il y avait beaucoup de choses à revoir de la part du coach, de la part des joueuses. C'était trop fébrile parce que la victoire était à portée de main. Mais tant que ça ne réussit pas, tant qu'on ne réussit pas à se qualifier, tant qu'on ne réussit pas à gagner, pour moi, non. Donc honnêtement, je ne suis pas satisfait de ce que je suis en train de voir. Okay. Et il va falloir vite se réveiller. Très bien. Coach Agenor, oui. Vous avez répondu un non aussi, on écoute effectivement, vos arguments. Je pense que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que la population ivoirienne souhaite. Nous le savons tous. Et moi particulièrement, j'ai dit non, parce que je reconnais qu'on est dans une certaine dynamique qui est le fait de faire évoluer le football féminin. Et par rapport à ça, on constate qu'il y a beaucoup de moyens qui sont dégagés. Mais par exemple, nous n'avons pas de championnat U17 en Côte d'Ivoire. Comment faisons-nous pour pouvoir avoir ces jeunes filles? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. On n'a pas de championnat U20. Hein? On n'a pas de championnat junior. Et nous arrivons quand même à avoir des filles, certes, mais ça ne donne pas le résultat. Coach, s'il vous plaît, si vous permettez, juste prendre l'appelant et puis je vous laisse poursuivre. Monsieur Bakayoko nous appelle de Yopougon Nyangon. Bonsoir, Monsieur Bakayoko. Bonsoir, Marie. Bonsoir, toute la grande team. Bonsoir, monsieur. Voilà, bienvenue sur le plateau de la grande team, Monsieur Bakayoko. Et puis, on vous écoute. Les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants pour vous? Oui, moi je crois que je vais dire oui, en même temps je vais dire non. Ah, comment ça? Oui, je dis oui
Parce que moi, je crois que nous n'avons pas de championnat de U20, U17. Et qu'au moins la fédération a mis tous les moyens aujourd'hui. Nous sommes partis sur tous les fronts. Moi, je crois que c'est pour une première fois que nous sommes sur tous les fronts. Et aujourd'hui, avec tous les fronts, nous sommes vus. Et puis, avec les équipes que nous avons croisées, vraiment, on a fait notre va-tout. Et comme moi, pour moi, c'est une première fois pour l'attaque de tous les fronts. Bon, quelque part, vraiment, moi, je me dis que oui, au moins, c'est satisfaisant ce que nous avons fait. Nous sommes vus. Et puis, nous allons prendre tout ça là pour au moins se corriger à l'avenir. Maintenant, je dis non parce que nous ne sommes pas qualifiés. Notre objectif, c'est d'être qualifiés. Et comme nous ne sommes pas qualifiés, bon, vraiment, on va dire. Mais par hasard de Dieu, moi, j'ai pris, on prie Dieu, parce qu'on ne peut pas rester zéro. Mais moi, je crois au U20. Avec le U20, nous allons y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Merci. Voilà, M. Bakayoko qui nous appelait de Yopougon Nyongon. Coach, je vous laisse poursuivre, allez-y. D'accord, mais je vais prendre un autre pan de mon libellé. Oui. Je vais 10 ans en arrière. La Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment représentée sur le plan international. Quand on va juste 10 ans en arrière, c'est-à-dire d'ici 2015. Là, tout à l'heure, le tableau nous a montré jusqu'à 2012. Bon, jusqu'à 2012, quand on voit 2012-2014, on a quand même quelques petits lauréats, ok, on peut s'en sortir avec. Mais quand on prend de 2015 à 2025, oui, ça nous fait 10 ans. Nous ne sommes pas représentés, à part 2015, où nous jouons le mondial et nous sortons donc au premier tour. Donc, 10 ans, nous ne sommes pas représentés sur le plan, sur l'échiquier international. Donc, les résultats ne sont pas là. Donc, je considère que les résultats ne sont pas satisfaisants. Ça, c'est déjà, quand je prends ce tableau, quand je prends les statistiques, je pense que c'est déjà fait. Ensuite, il faut reconnaître qu'il y a de l'espoir. Parce que depuis un certain moment, avec l'aide, les poussées de la FIFA et de la CAF, il y a des fonds qui sont libérés aux différentes fédérations et qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir, par exemple, un championnat. Un championnat qui, depuis quelques années, a commencé à vraiment être assez régulier. À partir de ce moment, on peut commencer à espérer. Je pense bien, on peut commencer à espérer. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de tomber dans des douleurs qui pourraient amener à prendre des décisions. Et lesquelles décisions vont peut-être freiner le développement à ce moment qui est en train d'avoir lieu. Donc, il faut rester dans la durée. 3 ans, 4 ans, je pense 4 ans est le nombre d'années qu'a signé l'entraîneur actuel des A, M. Pedros. Il faut continuer de le laisser travailler et puis lui permettre d'emmener ce championnat-là le plus loin possible. À partir de ce moment, je pense que lors des prochaines Coupes d'Afrique, on aura non seulement un championnat de haut niveau, mais un championnat aussi diversifié par la présence des autres championnats, peut-être un championnat des U17, peut-être un championnat des U20, de sorte à ce qu'on puisse mettre en place de véritables équipes et qu'à partir de là, on puisse espérer pour les prochaines, j'ai envie de dire, les prochaines compétitions. Très bien. Nous avons un appelant, M. Yao, il nous appelle de Méagui. Bonsoir, M. Yao. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère vous aussi. Oui, Dieu fait grâce, non? Voilà, Dieu merci. Bienvenue sur le plateau. Oui. Bonsoir, monsieur. Voilà, il va aller très vite. Allez-y. Voilà, il dit oui. Voilà, pour les encourager, pour que la prochaine fois, elle puisse faire plus que ça. À côté de ça, j'ai une petite doléance. Ce n'est pas l'objet du jour, mais il faut en parler aussi. C'est nos sœurs qui jouent, on va les faire jouer à Ibimpe. Ibimpe, pour aller derrière le match, c'est très difficile. Parce que pour aller, le retour, c'est difficile. Il faut les mettre au Félicia pour encourager les gens à venir les supporter. Parce que on peut dire que c'est encore du nouveau, parce qu'il y avait longtemps, on ne participe pas. Mais si le stade est rempli pour les encourager, j'espère qu'ils allaient faire mieux que ça. Donc, le cas, essayer de revoir ça. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Yao. Ok. Voilà, M. Yao qui nous appelait de Méagui. Merci pour votre participation
à l'émission. Le dernier intervenant sur ce plateau a donné ses arguments, c'est Henri Joël, on vous écoute. Alors la vitrine dans un pays, en ce qui concerne le football, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les dames, c'est l'équipe nationale A. C'est-à-dire qu'on peut faire un travail, on peut faire tout le travail qu'on veut. Si au niveau de l'équipe nationale A, il n'y a pas ce résultat-là, il y a un goût amer qui s'installe. C'est pour cela que j'ai dit non. Vous savez, je suis d'accord avec Kader en ce qui concerne les moyens qui ont été dégagés pour permettre à notre équipe nationale féminine d'exister sur le plan continental d'abord et surtout chercher le monde après. D'ailleurs, on fait venir un entraîneur, Reynald Pedros, pas moi. Donc, ce qui veut dire que la Fédération ivoirienne de football a mis les moyens pour qu'on soit au rendez-vous africain. Malheureusement, on n'y sera pas. Quand on parle de moyens, il y a aussi ce championnat-là qui a été, qui renaît avec les moyens qui ont été mis à la disposition des équipes, notamment l'augmentation de la dotation qui est passée de 2 millions à 10 millions, plus de 5 fois ce que les clubs percevaient avant. Donc là aussi, il y a du travail. Aujourd'hui, ce travail-là permet, parce qu'on a eu un championnat compétitif qui permet à la SEC d'aller jouer la Women's Champions League qui va commencer le 8 novembre du côté de l'Égypte. Donc voilà le travail qui a été fait, mais on avait envie de voir ce résultat-là au niveau de l'équipe A. On fait un match nul du côté du Sénégal. Au retour, on a manqué toutes nos occasions. Les Sénégalaises n'ont même pas pu cadrer la moindre frappe et on se fait éliminer. Ce n'est pas satisfaisant. Si l'équipe réussissait à se qualifier, on allait quand même digérer cette élimination en phase de poule des jeunes filles, des moins de 17 ans. Là encore, je suis d'accord avec le coach qui parle d'une inexistence de championnat de leur catégorie. Alors, tout comme chez les jeunes hommes, chez les jeunes garçons, l'entraîneur fait ce qu'elle peut. C'est Koudouyon Adélaïde, elle fait ce qu'elle peut. Elle se promène un peu partout pour prendre les jeunes filles ici et là pour pouvoir former cette équipe-là et on a eu ce résultat-là. Je pense que le travail peut continuer à ce niveau-là. Sinon, quand on prend un peu dans la globalité, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'équipe A, vraiment, il n'y a pas de satisfaction. On aurait aimé voir cette équipe se qualifier, non seulement pour la CAN, et puis croiser les doigts pour que, voilà, on puisse avoir une place soit en demi-finale ou bien la 3e place pour espérer jouer le mondial. Très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Voilà. Et on vous écoute, Monsieur Kofi Mathieu. Les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? Non, non. Je crois que les résultats ne sont pas satisfaisants. Oui. Parce que on aurait voulu que nos équipes se qualifient. Malheureusement, ça n'a pas été. Bon, peut-être que le travail que la fédération a commencé maintenant va produire ses fruits après. Sinon, pour le moment, quand tu prends les équipes féminines et même les équipes masculines, hein, qui ont été toutes éliminées presque, on voit que vraiment les résultats de nos équipes-là ne sont pas satisfaisants. Et donc, la fédération doit tirer les leçons pour se projeter dans sa mandature future. Sinon, on sait qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Pour le moment, ils ont commencé à réorganiser les choses, mais les résultats ne suivent pas. Heureusement que nous avons notre équipe nationale qui fait qu'on parle de notre pays un peu partout dans le monde, parce qu'eux, ils ne sont pas ici, ils ne vivent pas, ils jouent pas, ils ne sont pas formés ici. Tous les joueurs qui sont en équipe nationale sont formés par des grands clubs européens. Et donc, c'est ce qu'en Côte d'Ivoire, on appelle l'arbre qui cache la forêt. Sinon, sur le plan local, franchement, pour le moment, ce n'est pas fameux. D'accord. Très bien. Ouais. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission. Et surtout, n'oubliez pas, faites toujours du sport. Vous parlez comme toi-même.
Bisous, monsieur Kofi Mathieu, merci beaucoup. L'émission est terminée. Bon, heureusement, l'émission n'est pas encore terminée. Voilà, on poursuit donc l'émission. On est toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Monsieur Kofi Mathieu, je vous aurai. Voilà. Allez, quelle est la part de responsabilité, justement, des sélectionneurs? Kader. Ah, elle est grande. Elle est grande parce qu'il a bénéficié de tout, de tous les moyens. On le voit dans la conférence de presse, hein, c'est un entraîneur qui est dépité. Dépité sur les 2 matchs, il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, que ce soit au Sénégal qu'au stade Alassane Ouattara de BMP. Il n'a pas réussi à trouver le chemin des villes. Ses filles ont manqué d'efficacité et c'est lui le premier responsable. Parce que en termes de stage interne, stage bloqué, il a eu toute la panoplie. Il a eu toute la panoplie. Chaque fois qu'il demandait quelque chose, il l'obtenait. Et donc, voilà, c'est lui le premier responsable direct de cette élimination-là. Je pense qu'il va tirer les enseignements de cet échec. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans sa feuille de route, il y avait la qualification pour la Coupe d'Afrique et puis le développement du football, on va dire du football féminin depuis la base. Ça s'est fait, mais pour cette élimination-là, pour moi, il est entièrement et le seul responsable de cette élimination. Parce qu'on allait le chercher, compte tenu de son expérience avec l'Olympique Lyonnais, avec le Maroc. On s'est dit que c'était la formule magique avec lui. Il connaissait bien ce qui se fait de mieux en termes de football féminin. On allait le chercher. Henri Joël, je ne sais pas où il tire le salaire du monsieur, mais bon, quand on est payé à ce prix-là, forcément, on attend beaucoup plus. Malheureusement, ce n'est pas passé sur ce match contre le Sénégal. Coach Agenor, la part de responsabilité des sélectionneurs? Oui, on ne peut pas occuper un tel poste et puis ne pas se considérer responsable de tout ce qui arrive. Je pense qu'il est le premier responsable de cette équipe. Il est alors le premier responsable de cette défaite et de cette non-qualification de la Côte d'Ivoire pour les prochaines compétitions internationales. Moi, mes interrogations, pas un découragement et pas de déception du tout, mais mes interrogations, c'est dans la qualité de jeu. Je pense que à l'aller, il n'y a pas vraiment eu de jeu qui a été produit. Oui. Et au retour aussi, peut-être que c'était mieux au retour parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité. On a eu une grosse volonté des filles de vouloir faire la différence. Je pense que psychologiquement, il a dû travailler très dur pour que les filles puissent arriver à cette performance-là quand même, parce qu'il y a eu quand même un peu de performance sur le terrain, mais c'est au niveau de la qualité de jeu. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est quand même une certaine philosophie. Hein. On met toujours le ballon à terre et on essaie de jouer, que ce soit au niveau des hommes, alors ça devait être la même chose aussi au niveau des femmes. Bon, ça c'est la première interrogation. La deuxième, je me pose la question, pourquoi est-ce que certaines filles qu'il a laissées n'ont pas été dans la sélection? Parce que c'est avec celle-là, à 80%, qu'il a fait ces regroupements. Et ce sont des regroupements qui ont duré autour de 3 à 4 mois. Elles étaient tout le temps en train d'aller en regroupement. On avait même du mal à faire des entraînements parce que nous, au Stella, par exemple, tous nos effectifs étaient totalement décimés à cause des différentes équipes nationales, U17, U20 et A. Donc, quand on regroupe des filles ou quand on regroupe des joueurs, on est à la recherche d'une certaine symbiose, on est à la recherche d'une certaine homogénéité pour permettre de jouer beaucoup plus facilement. Mais du coup, quand on regarde sa liste finale, il y a beaucoup plus de filles professionnelles que nos filles locales. Bon, ce sont là les deux interrogations que je me fais. Mais en fin de compte, je souhaiterais vivement qu'on puisse garder cet entraîneur, qu'on puisse continuer avec lui et qu'on lui donne le temps de pouvoir mettre en place une équipe nationale. Et nous allons l'écouter, le sélectionneur des éléphantes, Reynald Pedros, qui s'est exprimé en conférence de presse d'après-match, propos recueillis par Véronique Conan et Bachil Aruna. On regarde. C'est une immense déception, surtout par rapport au fait qu'on a dominé du début à la fin cette rencontre, qu'on a eu des occasions, qu'on a eu les occasions pour se mettre à l'abri très souvent, et même au match aller, puis qu'on n'a pas concrétisé. Après, le scénario est cruel. Le scénario est cruel parce que voilà,
On perd sur une séance de tir au but. Après, là où je suis très surpris aussi, c'est le règlement de la CAF qui ne nous autorise pas à avoir des prolongations. Je crois que dans toute l'Europe et dans tout le monde entier, il y a des prolongations quand on fait un match et derrière une séance de tir au but. Et là, on nous prive de peut-être une demi-heure de plus. Vu la physionomie du match, vu ce qui se passait, la domination, notre domination, on aurait peut-être effectivement marqué à ce moment-là. Mais je suis un peu surpris du règlement, mais c'est comme ça. Après, oui, c'est une grande déception, oui, bien sûr. Un manque de concentration, un manque d'application, un manque de détermination. Voilà, je crois que quand sur les deux matchs, on a autant d'occasions franches, parce que ce n'est pas des situations, c'est des occasions franches. C'est vrai qu'on se pose la question au fur et à mesure du match en se disant mais est-ce que ça va rentrer quoi, parce qu'au bout d'un moment on se dit mais il va nous en falloir combien, on se les crée et puis la dernière passe n'est pas bonne, le face-à-face n'est pas gagné, le contrôle n'est pas bon avant de frapper, enfin voilà quoi. Il y a eu beaucoup de déchets de ce côté-là parce que si on avait marqué ne serait-ce qu'un but, je pense que la physionomie du match aurait complètement changé. Et c'est pour ça qu'on est encore plus frustré parce que vu le match qu'on a fait, vu ce match retour qu'on a fait avec autant de situations et autant d'occasions, c'est difficile, c'est très difficile. Je sais pas, écoutez, là on était en qualification pour la CAN 2026, on se qualifie pas pour la CAN, donc on va, je pense, peut-être avoir une réunion avec le président et avec la direction pour savoir quelles sont les orientations. Nous, on est là, on va travailler, on va continuer à travailler, on va continuer à prendre les choses locales pour les faire progresser encore. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd deux grandes échéances qui sont la CAN et la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est difficile. Voilà les propos donc du sélectionneur Reynald Pedros qui dit aussi être surpris du règlement, pas de prolongation et tout de suite les tirs au but. Kader. Moi je suis plus surpris que lui soit surpris de ne pas avoir connaissance du règlement, lui-même qui est on va dire le principal concerné. Non, il a résumé parfaitement. Hein. Après sur les 2 fois 90 minutes, on n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Est-ce qu'il fallait encore une prolongation pour nous permettre de marquer? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a péché dans l'efficacité. Malheureusement, nos filles n'ont pas eu le pied heureux à chaque fois. Il a dit dans la dernière passe, dans le dernier geste, il a manqué Là où il parle de manque de détermination, ça relève de lui, tout simplement. Parce que le coach l'a dit, psychologiquement, c'est lui qui doit faire comprendre aux filles, même si elles aussi doivent être conscientes, du fait que vous êtes à côté d'une qualification pour une Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est quand on fait ce métier-là, c'est pour jouer ce genre de compétition. Je peux vous assurer que cette compétition-là qu'on va manquer, et les JO, souvenez-vous, 2024 qu'on manque, ce sont 2 éliminations, mais qui font très très mal au président de la fédération et son comité exécutif, parce que c'est à chaque fois des compétitions qui sont à notre portée. Là, on recevait le Niger, on avait fait 1-1 à Niamey, on vient se faire battre ici. À Yamoussoukro, je me souviens encore, c'était terrible. Et cette élimination-là encore vient rajouter. Mais comme le coach a dit, il faut rester positif, il faut continuer le travail. Aujourd'hui, on peut se satisfaire d'avoir une sélection des U15, dirigée par Kouroumi Adelaïde, des U17 également. On a les U20 qui sont encore qualifiés pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc je crois que les perspectives sont bonnes, il faut continuer à travailler, ne pas tout jeter, comme on dit, ne pas jeter l'eau du bébé avec le bébé. Il y a du travail qui a été fait, il faut continuer tout simplement. Oui, Henri Joël. Alors, la prochaine CAN, c'est en 2028. Je me demande, en fait quel genre de travail. Il n'y a pas de compétition pour la sélection. On fera les regroupements, les matchs amicaux, pour attendre les éliminatoires en 2027, pour jouer la CAN en 2028. Du coup, comment gérer Comment gérer tout ça? Voilà la grosse interrogation. Comment gérer tout ça? Parce que là, on avait ce pont-là entre la date, entre 2025 et 2028 pour jouer la CAN et espérer, par exemple, jouer le mondial. Mais même si on ne jouait pas le mondial, mais au moins on aurait joué une compétition en 2026. Mais en entendant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? 2 ans. 2 ans sans match officiel. 2 ans sans match officiel. Ça sera compliqué. C'est pour cela que et la plupart de ces joueuses que nous avons, ce n'est pas évident qu'on puisse même les retrouver dans 2 ans. Donc on sera obligé de reconstruire
Il y a la U20. Oui, il y a les U20, mais, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant souvent, ou peut-être malheureux, au niveau du football ou surtout au niveau de certaines disciplines, on peut découvrir des talents. Mais ces talents-là, une fois en senior, peinent comment on appelle ça, à confirmer le talent qu'on a vu. Donc, ce n'est pas évident aujourd'hui de revoir dans 2 ans ou dans 3 ans, je dirais, une équipe solide encore de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela que moi, ça me peine. C'est pour cela que j'ai mis non à la question de l'émission. Parce que là, il a fait ses preuves avec Lyon, du côté de la France. Il a fait ses preuves avec l'équipe nationale du Maroc. Aujourd'hui, on espérait cette qualification-là. En même temps, à sa décharge aussi, on a eu pas mal d'occasions, des occasions franches de but, où les joueuses ont décidé, à bout portant, elle a décidé quand même d'envoyer la balle sur la gardienne sénégalaise. Et ça, on ne peut pas en vouloir aussi aux sélectionneurs. Donc, les responsabilités aujourd'hui sont partagées. C'est vrai que lui, en tant que sélectionneur, c'est lui qui a fait les choix des joueuses, mais les joueuses aussi, devant leurs responsabilités, elles n'ont pas assumé. Elles n'ont pas assumé ce choix-là. Elles n'ont pas convaincu. Donc voilà, les responsabilités sont partagées. En même temps, il a dit, il va rencontrer le président de la fédération. Allez, qu'est-ce qu'on va décider d'ici 2028? Et là, l'interrogation. Voilà, et puis la question LGT est aussi posée au public sportif ivoirien. On l'écoute. Pour un début, parce que déjà nous avons vu les U17 qui ont joué pour la Coupe du Monde, qui n'ont pas été qualifiés, et nous avons vu les grandes sœurs aussi qui ont fait pareillement déjà. Nous allons dire, pour cette défaite, cette chute-là, c'est pas vraiment loyal pour la Côte d'Ivoire au fait. Donc nous allons demander à la fédération de pouvoir améliorer déjà le niveau du foot, côté féminine et tout. Là, comme ça, elles vont voir vraiment que elles sont pas les seules au fait. Elles vont voir que le foot n'est pas vraiment méprisé ni négligé en Côte d'Ivoire. Et elles vont voir que vraiment la capacité ne vient pas forcément que chez les garçons, mais que les filles aussi peuvent le faire. Sincèrement dit, pour moi, les résultats ne sont pas satisfaisants parce qu'on attendait à ce qu'elles aillent plus loin, qu'elles dépassent, comment dire, qu'elles montrent le football ivoirien. Mais nous sommes sincèrement déçus qu'elles n'ont pas pu être où on les attendait. Mais on espère que les autres années, on ne sait pas si ce sont les moyens qui n'ont pas été mis en place, si la fédération peut-être les autres années vont mettre plus de moyens. On ne sait pas si c'était au niveau, je sais pas si c'était le mental, c'était les moyens qui n'étaient pas mis en place. Mais on espère que les autres années, parce que nous savons que les femmes, nous avons de très bonnes joueuses. Nous savons que nous avons de très bons joueurs. On espère que les autres années, la fédération ivoirienne mettra tout en place, tous les moyens en place, afin que oui, les réussites soient garanties. Parce que oui, nous avons vu le jeu. Elles sont exceptionnelles. Elles ont encore un niveau, un potentiel à montrer. Nous espérons que oui, la fédération mettra tout en œuvre, afin que oui, les autres années, nous serons connues, nous serons heureuses avec notre de footballeuses professionnelles. On remarque que lorsque c'est le football féminin, on voit qu'il n'y a pas de grandes chances. Contrairement au football masculin, il y a toujours de grandes chances. Et puis voilà, on en a vu à la CAN que, contrairement aux filles, ils ont remporté la Coupe d'Afrique. Donc c'est un grand espoir. Contrairement aux filles, elles sont là. C'est vrai qu'elles se donnent à fond, mais on ne remarque pas toujours de grandes choses, quoi. Contrairement ici, elles restent ici, elles affrontent des trucs. Mais il ne voit pas de grandes choses. Les grandes sœurs ont été éliminées, voilà, et les petites sœurs aussi viennent encore d'être éliminées. Donc je pense qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est au niveau de l'organisation, ou c'est au niveau compétitif. Soit la formation ne passe pas bien, ou peut-être que c'est les moyens qui ne sont pas donnés pour que le cadre de ces filles-là soit vraiment approprié. Donc je pense qu'il faut donner les moyens peut-être sur le côté finance, et aussi côté sport, il faut essayer de redoubler d'efforts par rapport à la formation pour que prochainement on puisse y participer. Donc je pense que les résultats n'ont pas été satisfaisants. Les résultats des sélections féminines sont-ils satisfaisants? L'avis donc du public sportif ivoirien, voilà qui met fin à l'actu. Et on va passer tout de suite au plus calé avant de terminer l'émission. Le plus calé de ce soir, spécial Reynald Pedros. On y va, messieurs. Première question. De quelle nationalité est Reynald Pedros? A. Française. B. Espagnole. C. Portugais. A, B ou C?
On y va, on lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. La réponse A pour tout le monde, effectivement, c'est la réponse A, français. Né à Orléans, Reynald Pedros est de nationalité française. 2. Quel est l'âge de Reynald Pedros? A. 49 ans. B. 51 ans. C. 54 ans. A, B ou C. On lève les ardoises. La réponse B pour Henri Joël, tout comme pour Kader. La réponse A pour Dorgelès. La réponse C pour Coach Angenor. La bonne réponse est la réponse C, 54 ans. Né le 10 octobre 1971, Reynald Pedros est âgé de 54 ans. Très bien. Troisième question. Dans quel club a-t-il débuté sa carrière de footballeur? A. Lorient. B. Nantes. C. Lens. A, B ou C. Dans quel club a débuté sa carrière de footballeur? La réponse B pour Henri Joël, tout comme pour Coach Angenor. La réponse A pour Dorgelès. La réponse C pour Kader. La bonne réponse est la réponse B, Nantes. Il a joué à Nantes. Formé à Nantes, Reynald Pedros a formé avec Nicolas Odek et Patrice Loco le trio magique qui a mené les Canaries au titre de champion de France en 1995. Quatrième question. Combien de sélections nationales a-t-il entraîné dans sa carrière? A, 2, B, 3, C, 4. A, B ou C, messieurs? Lèvez les ardoises, s'il vous plaît. La réponse A pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse est la réponse A, effectivement, 2. Après avoir dirigé la sélection féminine marocaine de 2020 à 2023, il a été nommé à la tête de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire en janvier 2025. Cinquième et dernière question. Avec quelle équipe a-t-il remporté la Ligue des champions féminines de l'UEFA? A. Olympique Lyonnais. B. FC Barcelone. C. Chelsea. A, B ou C. La réponse A pour tout le monde. La bonne réponse est la réponse A, Olympique Lyonnais. Entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais de 2017 à 2019, Reynald Pedros a remporté la Ligue des champions en 2018 et 2019. Qui est donc le plus calé ce soir et qui est aussi le moins calé ce soir? C'est le coach. Le plus calé ce soir est le coach Angenor. Félicitations. Merci. Félicitations, coach. Il a beaucoup d'informations sur son Et le collègue. moins calé ce soir... Il y a eu 3 points. Et Henri Joël. Non, hein, j'ai eu 4 points. Non, arrête. J'ai eu 4. J'ai fait une seule erreur. Non. C'est juste sa date de naissance. Pardon. Coach, vous êtes le plus calé, vous allez esquisser quelque part dans ce crachat. Coach justement de la section féminine du Stella Club d'Adjamé. C'est la fin de la grande team. Merci coach. Merci. Merci Kader. Faites du sport. Je n'ai pas encore dit ça. Merci Dorgelès. Je vous en prie. Merci Henri Joël. Merci à vous amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct sur la 3. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.